Bienvenue dans cette troisième vidéo concernant cette organisation du tissu nerveux. Donc, on repart avec les cellules qui le constituent et en l'occurrence les neurones. Alors, ces neurones ont une origine embryologique qui est commune avec les cellules gliales. C'est la cellule souche neuroépithéliale qui va former initialement ce qu'on appelle le neurectoblaste. Et en fait, comme je l'avais dit en introduction, le système nerveux central va dériver du tube neural et le système nerveux périphérique dérive, lui, des crêtes neurales. Alors, ces neurones sont des cellules post-mitotiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir se multiplier, c'est-à-dire qu'elles sont arrêtées en phase G0. Et on va pouvoir caractériser deux grandes parties sur ces cellules. D'une part, une partie plus renflée, nous allons reparler, qui s'appelle le corps cellulaire. On parle aussi de péricaryon, autour caryon du noyau. On parle aussi de soma. C'est la même chose, ce sont des synonymes. Et on va avoir ensuite des prolongements avec deux grands types de prolongements, soit des prolongements qui sont localisés sur le corps cellulaire en assez grande quantité qu'on appelle les dendrites, qui sont des ramifications courtes de diamètre décroissant et qui sont un petit peu épineux. Et soit on a un prolongement unique qui part du corps cellulaire que vous avez ici et qui correspond à ce qu'on appelle l'axone, qui peut être myélinisé ou pas, on l'a vu précédemment, et qui va se terminer par une arborisation terminale avec des renflements qu'on appelle les boutons synaptiques. Et ces différentes, je dirais, structures morphologiques vont en fait se traduire par des différences fonctionnelles avec l'idée, schématiquement, qu'on va avoir une partie du neurone qui va être une structure réceptrice des informations donc, dans ce système nerveux, et ça sera toute la partie essentiellement corps cellulaire et dendrites qui seront un peu les antennes de ce neurone. Ensuite, on aura un pôle d'intégration de l'information qui se fera donc au niveau du corps cellulaire et plus particulièrement dans la zone de jonction de l'axone. Et s'il y a une information qui est créée, eh bien, cette information cheminera le long de l'axone jusqu'à la terminaison axonale qui ira générer un effet sur une cellule cible. Alors, ces neurones, en fait, on va pouvoir les classer selon deux grands types de classification, soit la structure, soit la fonction. Si on regarde un petit peu la structure, eh bien, on définit en général quatre grands groupes principaux, suivant finalement le nombre de prolongements qui vont être émis à partir du corps cellulaire. On va donc ainsi retrouver en premier les neurones unipolaires, uni-1, donc, qui vont présenter un seul prolongement, qui est un prolongement court, qui correspond à un axone. Ensuite, on aura des neurones pseudo-unipolaires. Alors, ceux-là sont un peu une catégorie entre deux, finalement, c'est-à-dire ce sont des neurones qui présentent un seul prolongement, mais qui a une forme de T, un petit peu plus loin. En fait, c'est la fusion de deux branches qui se sont réunies, mais on n'a bien qu'un seul prolongement. Ensuite, on a une neurone bipolaire, c'est-à-dire qu'on va avoir deux prolongements qui vont sortir du corps cellulaire, avec d'un côté un dendrite, de l'autre côté un axone. Et enfin, on va trouver les neurones multipolaires, qui sont les plus abondants dans l'organisme, et qui sont caractérisés par un nombre de prolongements supérieur à 3, avec classiquement des dendrites d'un côté et de l'autre côté un axone qui lui-même pourra être ramifié pour donner des collatérales. On va avoir ensuite une classification dite fonctionnelle, en fait, qui va être tout simplement la conséquence du sens de transmission, de circulation de l'information, de l'influx nerveux sur un neurone. On va donc définir ce qu'on appelle les neurones sensitifs. On parle aussi de neurones afférents. Ils vont avoir comme principe de conduire l'information de la périphérie vers le système nerveux central, c'est-à-dire qu'ils pourront provenir, par exemple, de récepteurs sensoriels ou d'organes internes du système nerveux central. C'est par exemple le cas des neurones bipolaires de la rétine ou des neurones qu'on retrouve au niveau des ganglions rachidiens. On va ensuite trouver des moteurs que l'on qualifie de moteurs, des neurones moteurs ou des neurones efférents, eux qui vont transmettre l'information du système nerveux central vers des organes effecteurs. Classiquement, ce sont des neurones multipolaires. L'idée étant que le neurone reçoit plein d'informations, il va intégrer et ça va dicter, en fonction de toutes ces infos qu'il va intégrer, si oui ou non il fait un effet au niveau de cette cellule effectrice. Et ensuite, on trouvera ce qu'on appelle des interneurones. On parle aussi de neurones d'association, qui vont en fait servir de relais entre différents circuits neuronaux. Et globalement, ce sont ces interneurones qui constituent la plus grande quantité, c'est 99%, on pourrait dire, des neurones qui sont confinés à l'intérieur du système nerveux central. Et la plupart du temps, ce sont des neurones multipolaires. En effet, le rôle principal de ce système nerveux central étant de recevoir beaucoup d'infos et de les intégrer, on comprend qu'on va avoir tous ces neurones qui vont participer à ces grands circuits d'intégration.
Alors, si on regarde un peu plus en détail cette cellule, ce neurone, on peut noter tout d'abord le corps cellulaire, cette partie la plus renflée, avec un corps cellulaire qui va avoir une taille variable. On peut avoir une taille de quelques microns, comme dans le cervelet, jusqu'à des corps cellulaires qui peuvent aller au-delà d'une centaine de microns, au niveau de la moelle, par exemple, des neurones de la moelle. On retrouve à l'intérieur donc un noyau qui est assez volumineux, finalement, avec un nucléole, mais pas de centriole. Les centrioles jouent un rôle notamment dans les phénomènes de division cellulaire. Comme c'est une cellule post-mitotique blocage des os, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de mitose, donc il n'y a pas de centriole. Et on va par contre trouver au niveau du cytoplasme tous les éléments, les organites qui permettent de faire de la synthèse protéique en grande quantité. Et donc, on va retrouver toute la machinerie spécifique qui est dédiée à ces fonctions-là, comme un réticulum endoplasmique granuleux très abondant, un appareil de Golgi, tout un système vésiculaire, un réticulum endoplasmique lisse abondant. Et on peut même colorer ce réticulum endoplasmique granuleux avec certains colorants, des colorants basiques, qui fait qu'il devient visible, et c'est ce qu'on appelle en histologie les corps de Nissl, correspond donc à ce réticulum endoplasmique granuleux. On note aussi la présence d'un nombre important de mitochondries. Les mitochondries jouent un rôle métabolique, évidemment, et le neurone ayant des besoins métaboliques importants, c'est en rapport. Enfin, au niveau de la membrane plasmique, on va trouver tout un tas d'éléments qui vont aider au fonctionnement de ce neurone, différentes fonctions que vous verrez par ailleurs. Par exemple, des canaux ioniques au voltage dépendant qui vont jouer sur les mouvements d'ions, donc des mouvements de charge, donc d'électricité, qui va être le support de l'information. On va retrouver tout un tas de récepteurs à des neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent fixer des neurotransmetteurs libérés par d'autres neurones qui vont conditionner justement la réponse de ce neurone. Alors, en termes de prolongement, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir donc les dendrites. Vous les voyez sur ce schéma ici. Vous en voyez en microscopie électronique à ce niveau-là. Ces dendrites sont des prolongements qui sont des prolongements relativement courts, effilés, très ramifiés, et qui constituent finalement la principale structure réceptrice du neurone. C'est vraiment un peu les antennes du neurone au niveau du corps cellulaire. Alors, ces dendrites sont ramifiés, ils sont même à leur surface avec des petites épines. Tout simplement, c'est l'idée d'augmenter la surface de ces dendrites. Donc, en physiologie, chaque fois qu'on fait des ramifications dans tous les tissus, c'est souvent pour augmenter les surfaces aux interfaces et les surfaces de contact. Là, c'est pareil. Donc, en fait, on va avoir une surface importante, ce qui va permettre d'avoir tout un tas de contacts avec tous les neurones environnants. Et si on regarde à l'échelle, si on zoome à l'échelle plus moléculaire, on voit qu'au niveau de ces dendrites, on a des ramifications avec des épines à leur surface. Ça fait un petit peu buissonnant. Des épines dendritiques. Et là, vous voyez ces épines avec une partie allongée, le cou de l'épine, une partie plus renflée qui correspond à la tête de l'épine. Et donc, à ce niveau-là, on va avoir tout un tas de synapses qui pourront se faire au niveau de la tête, du cou, des troncs plus principaux. Bref, tout un tas de zones qui vont permettre à d'autres neurones de venir se connecter sur ces épines dendritiques et ces dendrites, et donc envoyer des informations qui pourront être intégrées, on en reparlera, au niveau du neurone. Au niveau des dendrites, on retrouve les mêmes éléments que dans le corps cellulaire qui permettent de la synthèse protéique. Donc, on pourra avoir une protéosynthèse locale, essentiellement pour fabriquer des récepteurs aux neurotransmetteurs qui pourront être adressés à la membrane de manière à pouvoir fixer les neuromédiateurs qui auront été libérés au niveau des synapses. Donc, on retrouve les mêmes structures, les mêmes organites, si ce n'est qu'on n'a pas de noyau, évidemment. Alors, au niveau de ce prolongement et des prolongements de l'axone aussi, on va pouvoir noter la présence d'un cytosquelette important. Ce cytosquelette neuronal, en fait, il va être supporté par trois grands types de structures. Tout d'abord, de l'actine sous forme de microfilaments d'actine. Ces microfilaments intervenir dans la mobilité des récepteurs membranaires. Ils vont jouer un rôle dans le maintien de la forme ainsi que dans la croissance des prolongements. On va ensuite avoir des filaments intermédiaires qu'on appelle des neurofilaments qui participent aussi à des aspects mécaniques, le maintien du neurone, la solidité du neurone. Et enfin, des microtubules, des neurotubules, qui sont localisés dans les prolongements, que ce soit les dendrites ou l'axone. Ils vont être associés à des protéines. On parle de protéines associées aux microtubules, des MAP, terme en anglais, l'acronyme. Donc MAP2, TAU, qui sont en fait des structures, des shuttles, enfin des navettes qui vont pouvoir prendre en charge des éléments pour les déplacer sur ces rails que sont les microtubules à l'intérieur des prolongements. Ils joueront aussi également un rôle dans le maintien de la forme, mais surtout un rôle dans le transport d'organites, de protéines, de neurotransmetteurs, de vésicules, etc. Alors ces transports, justement, on a identifié trois sortes.
tout d'abord un transport entérograde rapide, autrement dit, un transport entérograde qui va aller du corps cellulaire vers les parties distales. Rapide, tout simplement, c'est la vitesse avec laquelle les éléments sont véhiculés. Et ces éléments, notamment des protéines et des neurotransmetteurs, seront pris en charge dans des vésicules qui seront portés par des kinésines, des moteurs moléculaires le long de ces microtubules. On a ensuite un transport entérograde lent qui va dans le même sens, mais qui est plus lent, donc qui véhicule le plus souvent des éléments constitutifs, des protéines du cytosquelette, par exemple. Et enfin, on a un transport rétrograde qui, à l'inverse, va ramener les éléments de la périphérie vers le corps cellulaire en utilisant l'adénine. C'est un peu l'opposé du transport entérograde rapide, si vous voulez, en termes à peu près de vitesse. Et il sert, lui, à ramener des éléments de la périphérie, par exemple des neurotransmetteurs qui ont été recaptés, les ramener au niveau du corps cellulaire pour être dégradés dans des structures lysosomales ou être recyclés. Vous avez des petits schémas qui vous représentent ces différentes structures avec les neurofilaments, les protéines associées, aussi bien dans les dendrites que dans l'axone. Alors l'axone, eh bien, le cône d'implantation de l'axone, il prend naissance donc, dans une région très particulière, ce qu'on appelle aussi le cône d'émergence ou le segment initial, qui se caractérise par une richesse très importante en canaux sodiques voltage dépendants. Et on verra plus tard que c'est ces canaux sodiques qui vont expliquer si le neurone fait oui ou non un signal qui va être véhiculé dans l'axone en fonction des informations qu'il a reçues. Cet axone va avoir un diamètre qui reste constant, ce qui le différencie des dendrites avec un diamètre variable, mais souvent une longueur qui est très importante et qui peut aller jusqu'à 1 mètre, donc on voit une cellule de grande taille. Il peut se ramifier, donner ce qu'on appelle des collatérales, et à la partie terminale, on va avoir donc un système de ramification qui va donner ce qu'on appelle les télodendrons, avec des parties renflées au bout, correspondent aux boutons terminaux. On parle aussi de boutons synaptiques dans lesquels on va retrouver, stocker le neurotransmetteur prêt à être libéré s'il y a un signal électrique. On retrouve un cytosquelette abondant qui permet le transport, je l'ai évoqué. Par contre, on ne retrouve pas les éléments, les organiques qui permettent de faire de la synthèse protéique, comme le réticulum endoplasmique granuleux ou l'appareil de Golgi. Donc, il n'y a pas de protéosynthèse possible de l'axone, tout doit provenir du corps cellulaire, d'où l'importance du transport. Ces axones, on l'a évoqué, peuvent être myélinisés ou pas, oligodendrocytes ou cellules de Schwann si on est en centrale ou en périphérique. Et enfin, globalement, cet axone va correspondre à la structure conductrice de neurones jusqu'à amener le signal électrique à la synapse. Donc, vous retrouvez sur ces différentes illustrations en microscopie, optique ou électronique, l'axone. Vous avez ici le neurone avec l'axone qui s'en va, ici en coupe, et en agrandissement, vous retrouvez la gaine de myéline. Ici, ça c'est l'axone, la gaine de myéline autour. Et si on fait un agrandissement, toutes ces petites structures dans l'axone correspondent au système de transport microtubulaire. Alors l'intérêt, je vous le disais, dans le neurone, c'est d'arriver à la synapse, au bout. Donc la synapse, en fait, ça correspond au transfert de l'information d'un neurone à une autre cellule, qui peut être un neurone, mais ça peut aussi être une cellule effectrice, que ce soit une cellule musculaire lisse, une glande, une cellule épithéliale, etc. Donc lorsqu'on considère des synapses entre neurones, on peut avoir différents types de synapses. On peut avoir une synapse entre un axone et un dendrite, c'est le plus classique, que vous retrouvez ici. On peut avoir des synapses entre un axone et le corps cellulaire, ce que vous avez là, classique aussi. Des synapses entre un axone et un autre axone, vous l'avez ici, ce qui va pouvoir moduler l'information qui est véhiculée le long de l'axone. Plus rare, des axones entre dendrites, dendritiques, ou des axones encore plus rares entre des dendrites et un corps cellulaire. Ces synapses chez l'homme, on va les retrouver sous deux formes. Là aussi, vous aurez l'occasion d'en reparler. Soit sous la forme électrique, c'est-à-dire qu'on a des jonctions communicantes qui font parler un flux électrique, un flux ionique entre deux membranes, ce qui est peu représenté chez l'homme. Nous, on est essentiellement représenté avec des synapses chimiques. Autrement dit, le signal électrique va être transformé au niveau de la synapse en un messager chimique qui va aller agir sur la cellule cible et lui-même générer donc une réponse adaptée de cette cellule cible. Alors, pour finir, quelques éléments généraux mais importants sur ce système nerveux central en termes d'organisation, avec l'idée que ce système nerveux central, eh bien, on va pouvoir considérer qu'il y a trois systèmes de protection qui sont présents. En effet, on l'a vu à travers les cellules qui sont présentes, les cellules gliales ou les neurones, on a quand même une consistance qui est assez molle de ce cerveau, de ce tissu nerveux, et donc on a plusieurs éléments qui vont venir le protéger, donner une certaine, je dirais, robustesse ou résistance mécanique. Le premier élément à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les méninges. Les méninges, en fait, au niveau des os du crâne, on va avoir une séparation entre le tissu osseux qui entoure et le tissu nerveux par l'intermédiaire de trois couches de membranes qu'on appelle les méninges. Si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on va avoir
donc la duromère, qui est une méninge épaisse, dans laquelle on va retrouver des cavités qui vont drainer l'ensemble du sang qui est dans le cerveau, ce qu'on appelle les sinus. Ensuite, en dessous, on va avoir l'arachnoïde, qui n'est pas complètement collé à la méninge inférieure, et donc on va avoir un espace qu'on appelle l'espace sous-arachnoïdien, et enfin, on aura la méninge la plus interne, qui correspond à la pimère, qui, elle, adhère au cerveau et à la moelle épinière, parce qu'on la retrouve aussi à ce niveau-là. Ensuite, deuxième élément qui va jouer un rôle important, ce sont les liquides. Les liquides sont protecteurs au niveau du cerveau, parce que simplement, les liquides étant incompressibles, ça permet de tamponner les vibrations, les chocs, etc. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un liquide en particulier, qui est le liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien, en fait, au même titre que le sang et le liquide interstitiel qui baigne les cellules dans le cerveau, va avoir un rôle protecteur. Ce liquide céphalorachidien, vous l'avez sur plusieurs schémas ici, remplit l'ensemble des cavités du système nerveux central, que ce soit les ventricules, comme vous retrouvez en bleu, l'espace sous-arachnoïdien, ou l'intérieur qui peut circuler dans l'intérieur du canal central de la moelle. C'est un liquide qui est d'origine, il vient du sang en fait, donc c'est un liquide salin qui est sécrété en permanence par les plexus choroïdes qui sont au contact des capillaires. Et en fait, on va avoir une composition de ce liquide céphalorachidien qui va être évidemment en rapport avec le sang, mais qui aura été modifié parce qu'on a cette membrane sélective donc des plexus choroïdiens qui font que tout ne sera pas exactement identique au sang. Donc, on aura des concentrations, par exemple en potassium, en calcium, en bicarbonate, en glucose, qui seront plus basses dans le liquide céphalorachidien, mais par contre, on aura une concentration en protons qui sera plus élevée, sachant que le sodium, par exemple, dans ce cas-là, est le même dans les deux compartiments. Et donc, on peut examiner la nature de ce liquide céphalorachidien en faisant une ponction lombaire, ce qui peut renseigner sur éventuellement des soucis qui pourraient être présents au niveau du système nerveux central, parce que ce liquide fait des échanges en permanence avec le système nerveux central, vu qu'il baigne toutes les cavités, et donc sa nature par elle-même peut renseigner sur est-ce qu'il y a des éléments pathogènes, est-ce qu'il y a des altérations sur sa qualité, etc., qui pourraient refléter donc, une exposition du système nerveux central à certains problèmes. Le liquide va être sécrété, donc, je vous le disais, au niveau des plexus choroïdes, il va circuler et il sera réabsorbé au niveau des villosités arachnoïdiennes localisées donc, dans l'espace sous-arachnoïdien. Dernier élément à évoquer, la barrière hémato-encéphalique, le troisième élément protecteur. Cette barrière hémato-encéphalique, en fait, elle est le résultat de l'association entre la membrane des capillaires, formée d'endothélium, une membrane basale et ces fameux pieds périvasculaires des astrocytes qui viennent recouvrir ces capillaires. Ce qui fait que tout élément qui va vouloir passer du sang dans le compartiment interstitiel, autrement dit dans les cellules nerveuses, va devoir traverser ces trois couches, la cellule endothéliale, la membrane basale et l'astrocyte, finalement, à travers son pied, parce qu'on a simplement des cellules endothéliales qui ont des jonctions serrées entre elles, donc on ne peut pas passer entre les cellules, on est obligé de passer à travers les cellules. Ce qui veut dire que les cellules endothéliales, les astrocytes, etc., vont jouer un rôle de sélectivité sur ce qui sera sécrété au niveau du tissu interstitiel neuronal. Donc, c'est pour ça que cette barrière hémato-encéphalique va sanctuariser finalement notre cerveau et que chaque fois qu'on voudra adresser quelque chose au cerveau, il faudra que ça passe de manière sélective la barrière hémato-encéphalique, donc qu'il y ait des transporteurs qui puissent permettre ce passage. Tout ne pourra pas passer. Alors, évidemment, ça sanctuarise le cerveau. Par contre, ça peut être un inconvénient si on veut vectoriser des éléments pour ce cerveau, par exemple, y amener des médicaments, parce qu'il va falloir tenir compte, est-ce que le médicament va passer ou pas cette barrière hémato-encéphalique. Et pour finir, pour vous illustrer ça, eh bien, si on prend par exemple la maladie de Parkinson, la maladie de Parkinson est un problème d'altération, de déficit sur la physiologie de la dopamine, au niveau des synapses dopaminergiques. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit, si je peux amener de la dopamine dans ces synapses, je vais pouvoir rectifier, entre guillemets, ou en tous les cas, améliorer les symptômes de la maladie. Le problème, c'est que si on donne de la dopamine par voie intraveineuse, cette dopamine ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc elle n'arrive pas dans le cerveau. Et en fait, l'astuce, on pourrait dire, a été de donner un précurseur qui a elle le dopa et qui, elle, en arrivant au niveau de la BHE, traverse cette barrière hémato-encéphalique et arrive à passer dans le tissu interstitiel en redonnant de la dopamine, ce qui fait qu'on peut remonter le niveau de dopamine au niveau des synapses dopaminergiques et à ce moment-là, avoir un effet donc, positif au niveau du système nerveux central. Voilà, j'en ai terminé. Rendez-vous dans l'UE3 pour voir un petit peu de physiologie de ce système-là.